I think there are definitely going to be jobs that will be lost and jobs that will be changed. As AI continues to advance and integrate in the workforce. Bon, en vrai, j'avoue, j'ai menti. En fait, l'IA ne m'a pas volé mon emploi, mais bien au contraire. La dernière fois, j'avais un problème à régler dans mon business. Et en fait, j'avais besoin d'un codeur pour me faire un programme qui me permet d'automatiser certaines tâches. Parce que moi, je sais pas coder. Donc, je m'apprête à rechercher un codeur sur internet qui peut me faire ça. Et puis, je me souviens qu'en fait, j'en ai pas besoin. Je rush donc sur ChatGPT, je lui décris précisément le problème que je rencontre et comment le résoudre. Et là, magie, il m'écrit un code de A à Z qui répond parfaitement à mes besoins. Je copie-colle le code, je le mets dans un IDE. Et ça marche. Ça marche. J'aurais pu payer des milliers d'euros un codeur pour faire ce dont j'avais besoin, mais je l'ai pas fait, j'ai payé 0€, c'était totalement gratuit, et ChatGPT m'a écrit un code complet de A à Z qui répond parfaitement à mes attentes. Et ce, en payant pas un seul centime, je le répète. Oui, j'assume, je suis un profiteur, oui, je profite du système. Et alors, s'il y a d'autres personnes qui seraient dans la même situation, je suis sûr que toi-même t'aurais fait la même chose. Ouais, franchement, avant je prenais des heures à taper des textes. Là maintenant je mets les lignes essentielles, il me reformule ça, c'est le bonheur. J'utilise pour des formules Excel, c'est très pratique. J'étais étudiant l'année dernière, je l'utilisais beaucoup aussi en tant qu'étudiant. Ah, du coup tu trichais. Non, je m'aidais, je développais des idées. Mais ce que je vais dire, ça va paraître un peu cru, mais c'est la réalité des faits. Là où ChatGPT, plus tard, va peut-être gagner de l'argent de par les abonnements, eh bien, quelqu'un va en perdre. Et franchement, désolé de vous dire ça, mais si vous êtes un codeur, un graphiste, un livreur, un agent de support ou encore un mec qui remplit des tableaux Excel, bah désolé de vous dire ça, mais tu vas bientôt perdre ton emploi en fait. Et franchement, je sais que ça paraît cru, mais avec tout ce qu'on voit et l'évolution des choses, selon moi en fait, c'est rester dans le déni de se dire « Oh bah non, ça va, moi je suis bien, hein. Moi je suis bien avec mon emploi, je risque pas de me faire remplacer, franchement, je suis indispensable à l'entreprise ». Job comme caissière, je pense que c'est pas forcément ChatGPT qui va les remplacer. Enfin, on a déjà les caisses automatiques, ouais, vrai, ça c'était vrai, avant ChatGPT. Ouais. Bah, tout ce qui est genre les call centers où t'appelles pour avoir des solutions, des trucs comme ça, je pense que ça va sûrement disparaître. Quand on parle d'IA, je pense qu'il y a toujours le camp des optimistes, des ultra-optimistes qui sont en mode « Waouh, l'IA c'est la révolution mec, gros, il y aura des opportunités de partout, ce sera un truc de malade, ça va aider plein de monde. » Et il y a les gens comme moi qui sont en mode gros pessimiste, futur sombre, cyberpunk, et là t'as des machines qui marchent dans la rue, enfin Blade Runner 2077, bref, tu m'as compris. Ça effectivement on peut vite t'enfermer dans les films un peu flippants et tout, je pense pas qu'on arrivera jusque là moi. J'ai l'impression qu'on a un pouvoir un peu trop grand pour la conscience qu'on arrive à gérer collectivement. Est-ce que ça va être un outil de contrôle mis au service de l'humain ? Ou est-ce que ça va être un outil de contrôle qui va contrôler l'humain ? On arrivera toujours à innover pour nous rendre la vie plus simple, mais que ce sera toujours nous qui garderons le contrôle. C'est peut-être très naïf, mais c'est ce que je pense. Et d'un point de vue de la conscience des gens, ils n'ont pas la perception des répercussions que ça pourrait avoir. Ton rire fait penser que c'est très naïf. Je projette pas forcément du bon, mais laissons venir. La technologie, pour le moment, je pense que c'est assez bénéfique pour nous, parce que ça nous permet de pouvoir faire plein de choses, comme par exemple de communiquer à distance avec quelqu'un, de pouvoir travailler en ligne. La Gen Z et même les plus vieux qui se sont dit « Bon, j'en ai marre de travailler dans un job traditionnel, ce que je vais faire, c'est prendre mon téléphone et essayer de faire quelque chose avec et gagner un revenu avec. » Tout ça, c'est venu avec l'arrivée du téléphone et l'arrivée d'Internet. Donc en fait, on a même une génération qui réussit à s'élever et à sortir de sa classe sociale grâce à ça. Je pense en fait que le téléphone, Internet et toute cette technologie un peu redistribuer les cartes, parce qu'avant c'était très difficile de sortir de ta classe sociale si t'avais pas l'argent dès le départ, ou soit si t'étais pas dans une certaine forme de bourgeoisie. On est dans un stade où la technologie, je pense qu'elle est plus bénéfique que négative pour nous en général. Et je pense en fait que plus la technologie avance, plus on va arriver dans une ère où la technologie va commencer à être de moins en moins bénéfique pour nous. De façon multiple, de façon multicausale, va, j'ai envie de dire, détruire la société et détruire le bien-être de chaque être humain. Parce que la question que je me pose, c'est... Et si tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction,
ce serait pas un avertissement de la réalité qui est à venir, une sorte de destin inévitable. On est en 2055 et une bombe atomique vient d'exploser sur la ville de Los Angeles. Et là, vous vous dites sûrement, c'est peut-être les Russes, qui sait? C'est ça le... Eh bien non. C'est l'IA qui l'a fait exploser. Et donc dans ce film, on suit l'histoire d'un mec qui s'appelle Joshua, un agent de l'armée américaine qui est en mission en Nouvelle-Asie, dans le but de stopper quelqu'un ou quelque chose qui s'appelle Nirmata, un dieu en ingénierie dans l'intelligence artificielle qu'il faut à tout prix stopper. Parce que les États-Unis, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bah comme l'IA qu'on a développée, elle a littéralement lâché une bombe atomique sur Los Angeles, eh bien on va faire quoi? On va rentrer en guerre totale contre toute forme d'intelligence artificielle. Rien à foutre, tout! Et donc, notre Joshua, son but, c'est de stopper une nouvelle arme nommée Alpha-O, que Nirmata serait en train de créer, qui représenterait une menace pour le monde entier. Spoiler alerte, c'est là qu'il découvre que dans un premier temps, cette arme n'est tout autre qu'un enfant qui a le pouvoir de contrôler à distance tous les appareils électroniques, et que deuxièmement, l'ingénieur en IA ultra dangereux n'est tout autre que sa femme. Une femme qui crée un enfant, ou du moins un robot qui apparaît comme un enfant. Et cet enfant, à la fin du film, il fait quoi? Dans le plus grand des calmes, il réintègre les souvenirs et la conscience de sa mère dans ce qui est appelé un simulant, c'est-à-dire une machine qui a la forme d'un humain. Un peu comme si on avait fait un copier-coller de sa personnalité dans un ordinateur qui a la capacité d'intégrer la conscience humaine. Et donc, à la fin du film, on a le protagoniste qui roule littéralement une pelle, un robot. Un monde dystopique où genre par exemple demain tu pourras sortir avec une meuf et c'est un humanoïde slash robot genre. Non mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Charles, on y est déjà. Et je pense qu'il n'y a pas besoin qu'ils aient des formes d'humains. Je trouve ça très cringe. L'humain qui te regarde, tu sais, la nuit, du coup, j'imagine, ferme pas les yeux, ou tu sais, te regarde en mode hello, à minuit, un bug, et il se lève et fait hey, je vais faire passer l'aspirateur parce que j'ai envie. Si par exemple, à grande échelle, les robots sont développés, est-ce que t'en achèterais un si c'est gratuit, par exemple? Est-ce que t'en prendrais un chez toi? Je sais pas, un robot pour faire le ménage, par exemple. C'est un exemple. Non, mec. Non. Apocalypse is now, mec. Apocalypse is now, please. Je sais pas, je préférais limite un robot qui ressemble pas à un humain, quoi. Genre qui vient faire mon ménage, mais qui ressemble pas à un humain. Genre je peux lui parler, je peux lui dire quoi faire et ça serait moins bizarre, tu vois. Genre, ouais, genre, parce que c'est cringe pour toi. Bah ouais. À ce temps-là, ou dans ce temps-là, ça sera vraiment comme si tu disais est-ce que tu achèterais un smartphone ou pas? Ouais, ah ok, ouais. Ce sera banal, tu penses? Ouais, je veux dire, au début, oui, ça va être vraiment différent. Au début, moi j'ai ça, ou il y en a qui disent non, on reste avec la nature. Bah, du coup, ça brouillerait un peu la limite que t'as entre c'est les robots. C'est la question que je pose, et c'est ça qui est intéressant en fait. Parce que tout ce qu'on voit dans ce genre de film de science-fiction, est-ce que ce serait pas la finalité de tout ce qu'on a construit? Est-ce que si jamais on serait né 100 ans plus tard, on aurait pu tomber amoureux d'un hologramme? Et si dans un futur lointain, les limites qui séparent l'homme et la machine seront tellement fines qu'elles n'existeront plus? Et si on a le courage de se poser une telle question, ça revient à nous redéfinir en tant qu'être humain. Ça revient à se poser la question. Vous êtes qui en fait? On est qui? Ouais. On est créateur. Vous êtes créateur. Créateur de quoi? Je suis un ami. Ok. Non, bah c'est pas Le facile. psyché, il est là pour créer. On fait des créations, tu fais des créations, et puis voilà, avec mon frère Jonathan, on s'amuse quoi, en créant de la musique. Je suis quelqu'un qui fait de la finance. Voilà, Voilà, dans le cliché, bah ouais. La raison pour laquelle je repose cette question, c'est à cause d'un mec qui a fait que cette vidéo a été possible. What I believe is that if it takes 200 years to achieve artificial intelligence, and then finally there is a textbook that explains how it's done, the hardest part of that textbook to write will be the part that explains why people didn't think of it 200 years ago. Mm-hmm. Because we're really talking about how to make machines do things that are really on the surface of our minds. It's just that our ability to observe our own mental processes is not very good and has not been very good. La raison pour laquelle les hommes auront du mal à créer une IA qui est égale à l'être humain, c'est parce que on a déjà du mal à nous comprendre nous-mêmes totalement. C'est-à-dire en fait de comprendre comment exactement au millimètre près, au détail près, comment notre corps a été fait. Mais aussi et surtout, et peut-être que c'est un truc qu'on va jamais vraiment comprendre, du moins à un niveau rationnel, de comprendre en fait de quoi est fait le truc qui vient en nous en fait. De quoi est fait là si je sais pas, demain je meurs, de quoi est fait le truc qui part quand on meurt.
Et ça, ce genre de questions, c'est très difficile à comprendre. Et en vrai, déjà, j'ai envie de dire, quand on a du mal à répondre à la question « t'es qui ?», bon en fait, c'est déjà mal barré déjà. Bah tu vois, je pourrais te dire ce que je fais. Si je te dis ce que je fais... Donc toi, tu ne définis pas à travers ce que tu fais du coup, tu dirais? Non, parce que c'est toujours un moyen de se découvrir. C'est juste, ce sont des champs d'expérience. Tu peux pas te confondre avec ce que tu fais. Je sais pas, je suis qui? Je dirais que je suis un peu mes relations. Le seul truc qui me vient en tête, c'est rien, le néant. Si je me détache de ce que je fais, de mon âge, ma couleur de peau et tout un tas de trucs, rien. Mais alors, si on part de ce postulat, si je suis rien, alors je suis tout. L'une des choses qui nous rend si particuliers en tant qu'être humain, ce sont nos limites, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. On ne peut pas tout comprendre sur le monde et tout savoir. On ne peut pas être partout en même temps, ou encore soulever des voitures comme Superman et se téléporter tel un Jedi. Bref, on est faible. Et la question que je me pose, c'est si on pouvait briser toutes ces limites, qu'est-ce qui se passerait? Si on pouvait à la fois être omnipotent, omniscient et omniprésent. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de se définir par ce qu'on n'est pas que de se définir par ce qu'on pense être. Bah tu vois, je pourrais te dire ce que je fais. Je fais de l'architecture, je fais de la chimie, je fais de l'écologie. Et ce qui est facile de reconnaître, c'est que on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient et on n'est pas omniprésent. Et c'est justement ces trois choses-là qui font de nous un être humain. Le manque d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence. Et c'est là que commence le paradoxe. Parce que si on manque de toutes ces choses, eh bien, tu dois sûrement te dire bah, ça répond pas à la question on est qui? Eh bien, détrompe-toi, parce qu'en fait, si on arrive à savoir ce dont on manque, alors pour savoir qui on est, il suffit juste de comprendre pourquoi on manque de ces choses. Et surtout, pourquoi le manque existe. Quand tu dis « je manque de quelque chose », concrètement, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire implicitement que cette chose n'est pas présente dans l'espace-temps. Ça montre l'absence de quelque chose, physiquement ou dans ma psyché. Imaginons que tu es dans un espace tridimensionnel. En tant qu'humain, tu as faim. Tu es donc en manque d'énergie et tu décides de chercher une pomme. Problème, tu n'en trouves pas une seule et tu meurs de faim. On peut donc dire dans ce cas que tu es en manque. Ton corps est en manque d'énergie. Maintenant, prenons le même exemple et disons que tu es omniprésent, c'est-à-dire que tu as la faculté bizarre d'être présent partout à la fois. Si on émet une telle hypothèse, cela voudrait dire que tu n'as plus aucune limite, car en étant partout à la fois, tu es nulle part. Tu n'as donc pas de corps physique, car ça serait incompatible avec le sens même de l'omniprésence. Maintenant, que se passerait-il? Et c'est là que commence le paradoxe. Eh bien c'est simple, tu ne connaîtrais pas la fin. Pourquoi? Parce qu'en étant présent partout et nulle part à la fois, tu n'as pas besoin de manger une pomme parce que tu es la pomme. Tu n'as pas besoin de corps pour te mouvoir parce que tu es l'espace. Tu n'as pas besoin d'oreilles pour écouter ce que je te dis actuellement parce que tu es le son. De par ton omniprésence, tu es tout. La raison pour laquelle le manque existe, c'est parce que nous ne sommes pas dans un état d'omniprésence. Et la raison qui nous empêche d'être dans un état d'omniprésence, c'est parce que notre présence nous empêche d'être partout à la fois. Être présent implique forcément d'être absent quelque part. Et donc, la question finale, c'est chronologiquement, est-ce que c'est l'union qui est suivie par la division ou la division qui est suivie par l'union? Exemple. Tu es chez toi dans la cuisine et tu veux manger ta pomme. Tu regardes donc sur la table. Et là, qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un a coupé ta pomme en deux avec un couteau. Instinctivement, qu'est-ce que t'en concluras? Que quelqu'un a voulu manger ta pomme, évidemment. Mais en observant la réalité des faits, t'en concluras que la pomme était un avant d'être coupée. Qu'au moment où la personne a coupé la pomme, les deux parties se sont séparées de leur unité primitive pour connaître la séparation.
Ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que dans l'univers, les choses transitent toujours d'un état d'unité à un état de séparation. Parce que pour notre pomme, il est bien difficile qu'elle ait eu poussé en étant coupée en deux de cette manière, sans l'intervention d'un couteau pour séparer les deux parties. La pomme passe donc d'un état d'unité à un état de séparation. C'est toujours l'union qui est suivie par la division. Les choses sont toujours un avant d'être séparées. Et donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que nous, en tant qu'humains, on a transité d'un espace d'omniprésence à un espace de présence qui est représenté par les limites de notre corps. Car comme la pomme qui est un avant d'être coupée en deux et de connaître le manque, nous sommes la représentation de cette pomme coupée en deux. Parce que nous connaissons le manque. Si nous connaissons le manque, alors cela voudrait dire que nous avons été séparés de quelque chose, qu'il y a de la distance entre nous et la chose dont nous manquons. Si nous avons été séparés de cette chose, alors ça veut forcément dire qu'à la base nous étions un avec cette chose. Autrement dit, le manque est créé par la séparation par la division, et la division provient de l'unité. On provient donc de quelque chose qui ne faisait qu'un. D'un endroit où la séparation n'existait pas. C'est difficile à imaginer, mais admettre ça, admettre qu'un endroit pareil puisse exister, qu'un endroit où tout est un et un est tout, c'est admettre que rien n'existe. Paradoxalement, l'unité primitive dans laquelle nous avons été, ça revient à dire que nous n'existions pas, que je suis le néant et toute chose qui existe à la fois. Tu nais dans ce monde, tu te connais pas, tu découvres les règles de ce monde, tu crées et tu projettes un contenu psychique auquel tu t'identifies, tu déconstruis, ensuite tu es détruit, tu retournes vers ce néant, et puis après tu observes les lois de la nature et de l'univers et tu transcendes tout ça. Et ce qui est faux avec l'humain, c'est que on veut toujours repousser les limites de ce qu'on est capable de faire. Et avec l'IA, surtout avec Internet, on va peut-être faire quelque chose que l'être humain, auparavant, n'a jamais été capable de faire. C'est-à-dire créer quelque chose qui tend vers l'omniscience et l'omnipotence. Avec un téléphone aujourd'hui, on a toute la connaissance du monde sur le bout des doigts et on est capable de simuler l'omniprésence si on le veut vraiment. Au fur et à mesure des années, on se rapproche donc de l'une des deux caractéristiques de la Sainte Trinité. Et honnêtement, je trouve ça fou, parce que l'être humain va peut-être lui aussi devenir un dieu. Que ce que tu dis, c'est que en gros, Dieu, il a créé l'homme à son image et l'homme est en train de créer l'IA à son image. Exactement. Et est-ce que, du coup, comme l'homme est semblable à Dieu, peut créer une IA qui est tellement complexe à un moment donné que forcément... Mais donc si on suit ton raisonnement logique, l'IA elle pourra aussi créer un truc à son image et ainsi de suite. Ouais, ton avis. Là c'est mon côté croyant qui prend le dessus et qui dit que non. Je pense pas parce que même si on a un côté divin, on n'est pas Dieu et on sera jamais Dieu. On peut créer tout ce qu'on veut, ça équivaudra jamais à ce que pour moi Dieu peut créer. L'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est si on part du postulat que Dieu a fait l'homme à son image, est-ce que l'homme ne serait pas en train de reproduire la même chose avec l'IA en voulant créer lui aussi quelque chose à son image? En tout cas, c'est le but recherché, tendre vers une intelligence artificielle généralisée. Et s'il parvient à le faire, alors est-ce que sa création ferait de même? Vous avez 4 heures. Bah oui, ce serait trop facile si je te donne la réponse comme ça. Bah, il faut réfléchir, monsieur.
Est-ce que tu penses qu'on va arriver à un point où les IA seront tellement intelligentes qu'elles pourront devenir égales à l'être humain? C'est-à-dire genre un peu comme dans les films. Je sais pas si t'as vu, il y a un film qui s'appelle Cyberpunk. Et en gros, dans ce film, c'est un mec, il est amoureux d'une femme, mais elle n'existe pas, c'est pas une humaine. C'est une sorte d'hologramme. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Et est-ce que tu penses qu'on va en arriver là? Je crois que tout ce que tu penses, tu le crées. Le monde est devenu le monde qu'il est grâce à de nombreuses inventions. De la plus banale à la plus technique, la raison pour laquelle aujourd'hui nous vivons dans un monde si confortable, c'est parce que des générations entières ont sans cesse été dans un processus de recherche et de création. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que toutes ces créations, ces idées, proviennent réellement de ces personnes, ou est-ce que ce sont des imposteurs, des fraudeurs? Tout à l'heure, j'ai dit que je pense qu'on est le néant qui expérimente le tout, c'est-à-dire le monde. Et si on part de ce postulat, alors le paradoxe est le suivant. Infini égale 0. Oui, mais non, t'as tort, c'est complètement faux. Non, parce que A plus B égale X, donc... Calmez-vous les mathématiciens, s'il vous plaît, calmez-vous, je vous vois venir, calmez-vous. L'infini, par définition, c'est ce qui n'a pas de limite. On ne peut donc pas le quantifier, car ça remettrait en question la définition même de l'infini. Mais admettre que quelque chose est infini revient à dire que cette chose est sans limite. Or, on peut considérer que toute chose qui existe, que ce soit un nombre, un animal, singe ou encore Jean-Louis du 59, ont des limites. C'est quelque chose de quantifiable et on pourrait techniquement le compter. Si on aurait les moyens technologiques, il serait techniquement possible de calculer le nombre d'atomes qui composent ton corps. Car ton corps est quelque chose de fini, il a des limites, c'est justement grâce à ces limites qu'il existe. Que ce soit l'Espagne, la France, les États-Unis, peu importe, chaque pays a des frontières parce que c'est grâce aux frontières qu'il existe. Tout comme par exemple, toi, tu existes en tant qu'individu parce que tu as des frontières. Et les frontières, ce sont tout simplement les limites de ton corps humain. Et c'est les limites de ton corps humain qui te permettent de t'identifier, de dire bah ça c'est telle personne, ça c'est toi. Selon moi, quelque chose existe parce qu'il est quantifiable, parce qu'on peut le compter. Que ce soit ton corps humain, les frontières d'un pays, toute chose qui existe, un animal, un arbre, un smartphone, c'est quantifiable. Et c'est justement parce que l'infini n'est pas quantifiable, qu'il n'a aucune limite, qu'il ne serait pas débile de dire que l'infini n'existe pas, que ça revient au néant, parce que ce sont nos limites qui permettent à la vie d'émerger. Paradoxalement, il serait tout à fait juste de dire « Oui, l'infini ça existe, même si c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier, qu'on peut pas vraiment mesurer. » Mais il serait aussi tout à fait juste de dire « Non, l'infini ça n'existe pas, parce que ce qui permet l'existence d'une chose, c'est sa séparation, et donc ses limites qui lui permettent d'exister. Et lui, l'infini, bah il en a pas. » D'un côté, on a une personne qui considère ce concept comme un tout, comme quelque chose d'existant mais non quantifiable, et de l'autre, on a une personne qui le considère comme un rien, comme quelque chose de non existant, car non quantifiable. Et le plus fou, c'est que ces deux personnes ont raison. L'infini contient tout et rien à la fois. Et je sais que ce que je viens d'expliquer, c'est pas facile à comprendre pour notre cerveau d'humain, mais pour moi en fait, c'est la meilleure manière d'expliquer ce paradoxe. Et selon moi, c'est à partir de ce que j'appelle ce néant infini que proviennent toutes les idées, toutes les créations, en gros, toute chose qui existe. Autrement dit, tout ce qui existe déjà existait déjà bien avant la création du monde dans ce néant infini. Et si cette phrase est vraie, alors le truc le plus what the fuck à comprendre, c'est que tout ce qui peut potentiellement exister va exister. Et quand je dis ça, genre faut vraiment bien le comprendre. Ça veut dire que l'univers va faire exister de manière infinie et sans limite toutes les variantes de ce qu'elle peut créer au niveau de la nature, mais aussi et surtout au niveau de la culture. Que ce soit en termes de création physique, comme nous, les êtres humains avec un corps, deux bras, deux jambes, deux yeux, une tête, ou les animaux, tout comme les créations culturelles qui sont faites par nous. Tout ce qui peut potentiellement exister au niveau culturel ou naturel va exister. Ce qui veut dire que oui, si t'as bien compris et si t'as bien suivi jusque-là, à un moment donné, il y aura des êtres humains avec 4 bras, 4... Il y aura des êtres humains avec 4 bras, 4 têtes, enfin bref, un truc bizarre quoi. Et nous, en tant qu'êtres humains, je pense qu'on est un peu le prolongement de la création de l'univers. On est un peu les bras de ce néant infini. C'est-à-dire en fait que ce néant infini va passer par nous pour pouvoir créer tout ce qui peut potentiellement exister au niveau culturel. Dans l'Odyssée de l'espace, c'était il y a combien de temps? C'est en 2011. Kubrick, voilà, Kubrick. Là-bas, on voit une tablette. Et Ah ouais, je veux ok. dire, tu vois, il a Donc, ils ont pensé, pris- ça a ouais. été créé.
En quelque sorte, je dirais qu'on est les concrétiseurs de ce qui existe déjà dans ce néant infini. C'est toute la stratégie de l'homme, tu vois, c'est que nous, on est là, on explore le monde émotionnel, on explore le monde mental. En fait, on descend ces couches, on matérialise. Nous, on est les matérialisateurs. L'univers passe par nous, nos idées, nos pensées et notre imagination pour faire exister tout ce qui peut potentiellement exister au niveau culturel. Tu vois, c'est par exemple en archi. Il y a toujours la différence entre nature et culture. On a horreur de l'environnement, des insectes, de nos voisins, de tout ce qui vit finalement. On veut être dans notre bulle de matière, tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le pas de l'évolution, c'est que justement, les forces qui génèrent la culture et les forces qui génèrent la nature sont les mêmes, l'un et de l'autre. Il va y avoir exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est qu'à un certain moment, elle va toucher à la nature même de la vie. Et la question sera, quel est ton projet ? Tout ce que tu penses, tu le crées. Les forces qui génèrent la culture, les forces qui génèrent la nature sont les mêmes. L'un et de l'autre, l'un et de l'autre, l'un et de l'autre, l'un et de l'autre. Il va y avoir exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Et la question sera, quel est ton projet ? 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 Ray Kurzweil est un futurologue, et dans un de ses livres, The Singularity is Near, il est décrit selon lui un futur où les technologies auront tellement évolué que nous arriverons à un stade de singularité, un stade tellement avancé que selon lui, l'IA surpassera l'intelligence humaine dans tous les domaines, que ça soit la résolution de problèmes complexes, la prise de décision ou encore la créativité. Cette IA super intelligente serait capable d'améliorer ses propres capacités à un rythme exponentiel, initiant ainsi une boucle de rétroaction positive. Il n'y aura pas la complexité des sentiments humains parce que tous les non-dits que les humains ils ont, parce que justement il y a toujours cette anxiété sociale derrière. Un humain qui a peur de dire je t'aime à un autre humain, c'est parce qu'il y a de l'anxiété qui est derrière. Alors que tu vois, je pense que l'IA pourra jamais éprouver de l'amour parce que derrière, il pourra aller dire à l'autre bah je t'aime, et l'autre lui dira ok bah moi non. Et l'IA dira ok et elle ira faire sa vie, tu vois. Parce que pour moi une IA c'est pragmatique, elle regarde les faits, elle s'en fout des émotions derrière. Tu peux pas vivre une vie sans émotion. Et là on parle de l'amour, mais il y a la peur, il y a la colère. Tu vois une IA se mettre à gueuler dessus là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent penser la même chose en vrai. Jamais de la vie une IA pourra égaler l'être humain, elle aura pas la complexité des émotions, c'est impossible. Et c'est vrai que en vrai quand tu dis ça, même moi je suis en mode non, genre ce sera pas possible qu'une IA puisse plus tard ressentir des émotions et être aussi complexe, voire égaler un être humain quoi. Mais je pensais la même chose jusqu'à ce que je me souvienne d'un autre paradoxe. Cassandre, fille du roi Priam et de la reine Écupe de Troie, était reconnue pour sa beauté et son esprit vif. Sa vie prit un tournant dramatique lorsqu'elle attira l'attention du dieu Apollon. Fasciné par sa beauté, Apollon lui offrit le don de prophétie en échange de son amour. Cassandre accepte le don, mais se refuse ensuite à Apollon. Furieux de cette trahison, il ajouta une malédiction. Bien que Cassandre puisse prédire l'avenir avec précision, personne ne croirait jamais ses prophéties. Cassandre se retrouva alors avec une connaissance terrifiante des catastrophes à venir, mais aucune façon de convaincre les autres de ses visions. Elle prédit la chute de Troie et le désastre imminent de la guerre, mais ses avertissements furent ignorés et ridiculisés. La nuit, les guerriers grecs cachés dans le cheval émergèrent et saccagèrent Troie, accomplissant ainsi la prophétie de Cassandre. Dans le futur, il y a des choses qui sont très très probables d'arriver, comme par exemple le fait qu'un jour, l'IA sera égale à l'être humain et genre pourra ressentir des émotions, mais que cette réalité, elle est beaucoup trop éloignée de la nôtre. Et donc du coup, notre première réaction, c'est de refouler, c'est de dire non, c'est quelque chose qui pourra jamais arriver. Une IA qui est supérieure à l'homme, qui est égale à l'homme et qui ressent des émotions, c'est un truc qui pourrait jamais arriver, tu racontes n'importe quoi.
Comme si, je te prends l'exemple, si tu retournes dans le passé, tu vas dans une époque lointaine et tu leur dis qu'il y aura une époque où tu seras capable de parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, c'est-à-dire sans être physiquement présent avec cette personne, et que en plus, votre communication sera presque instantanée, le mec, il va te prendre pour un fou. Il va te dire, mais tu racontes de la merde, mec, arrête de me raconter n'importe quoi. Je ne te croirai jamais. Et c'est normal, parce que cette réalité, elle est beaucoup trop éloignée de sa réalité. Et je pense que c'est peut-être la même chose qui se produit avec nous, c'est que cette réalité, elle est bien réelle, mais elle est juste beaucoup trop éloignée de la nôtre. On a, au niveau de temps, il y en a qui sont pas dans ce temps. Il y en a qui arrivent à se projeter plus loin, il y en a qui pensent maintenant et puis qui créent finalement, qui se créent dans des années. Finalement, si quelqu'un a pensé à voler, à pouvoir voler comme un oiseau, bah aujourd'hui ils arrivent à voler. Et si quelqu'un a pensé que l'AI va avoir le même degré qu'un humain, bah ça va y arriver, je pense. Il va y avoir exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. À un certain moment, elle va toucher à la nature même de la vie. Et la question sera, quel est ton projet ? Quel est ton projet ? Quel est ton projet ?